Merci Bruno Milienne d'être présent. Je dois dire que vous êtes un amoureux du tennis, que vous avez eu plusieurs vies, que vous êtes à l'Assemblée nationale un grand défenseur de l'environnement, toujours très présent, toujours sur la brèche, hein. Non seulement sur la question des déchets, la question de la biodiversité. Vous vous êtes élevé avec succès contre l'implantation de centres commerciaux gigantesques, donc bravo tout ça. Alors maintenant, vous entrez carrément dans une bataille compliquée, celle des ZFE, hein, les zones à faible émission. Si je peux juste introduire rapidement le sujet, c'est pour dire que dans les années 60, on s'est tous précipités pour le permis de conduire, pour acheter une voiture. On était enchantés, enfin, c'était la liberté, la bagnole, formidable. Au point qu'à un moment donné, la loi Lotti, c'est ça, a consacré le droit à la mobilité. C'est un droit très important. Et avec cette voiture, beaucoup de citadins ou de jeunes ménages sont partis plutôt dans la périphérie urbaine, parce que quand même la voiture, ça nous permet d'avoir un logement qui coûte moins cher qu'au centre-ville, etc. Ce qui fait que beaucoup de nos contemporains sont devenus prisonniers de la voiture. Et donc, le droit à la mobilité est devenu une nécessité, en quelque sorte. Et maintenant, avec la lutte contre la pollution, comment fait-on? L'enfer est pavé de bonnes intentions. On va interdire les centres-villes aux propriétaires de véhicules polluants, mais les propriétaires de véhicules polluants, ce sont des gens qui se sont donné du mal, par exemple, pour acheter du diesel qui, pendant très longtemps, a été encouragé, etc. Ce n'est pas si simple pour eux de racheter une voiture. Comment fait-on pour régler la question sociale, puisque finalement, la sous-mobilité qu'on va peut-être créer est aussi un très grand problème social. Et finalement, en commençant à prendre le ZFE par un bout, comme ça, il y a tout qui vient avec, la voiture, la ville, l'urbanisme, les inégalités. Monsieur le député, c'est très courageux de vous être lancé dans les ZFE. Racontez-nous un peu. On est parti de deux constats. D'abord, ça commençait à grogner dans les territoires, ça on l'a bien senti, avec le co-rapporteur Gérard Le Seul. Et deuxième chose, il y a quand même un adage en France qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que touche pas à ma bagnole, ne touche pas à ma bagnole. C'est mon espace de liberté, t'es gentil, ne touche pas à ma bagnole. Donc évidemment, en partant de là, le problème devient un petit peu plus compliqué. Et on est parti effectivement, comme vous le disiez, Président, on est parti d'abord sur l'acceptabilité sociale. Et on a trouvé d'autres trucs, notamment à égalité avec l'acceptabilité sociale, l'acceptabilité économique. Pas pour tout le monde, mais pour surtout tout ce qui est artisan, petits commerçants, tous ces métiers qui utilisent ce qu'on appelle des véhicules utilitaires légers, mais dont l'aménagement intérieur du véhicule, finalement, est leur bureau, et qui coûte souvent aussi cher, voire même plus cher que l'achat de la voiture. Donc, à ces gens-là, leur dire, vous allez passer à l'électrique, c'est un peu compliqué, quoi, parce que d'abord, il faut trouver le véhicule électrique qui corresponde. Après, il faut le réaménager. Donc, ça leur coûte des fortunes. Ils n'ont pas forcément prévu ça. Donc, il y avait cette partie-là d'effectivement éventuellement changer de véhicule, à la fois pour les particuliers et à la fois pour les artisans, les commerçants, les indépendants. Et puis, il y a l'autre partie, c'est est-ce que nos métropoles sont suffisamment équipées en transport en commun, en solutions alternatives, où en est-on? Est-ce qu'on peut faire une photographie un petit peu complète de tout ça pour voir où est-ce qu'il y a des chances que ça réussisse ou pas? C'était une deuxième question. Troisième question, qui sont les publics qui vont être le plus pénalisés? Quand la métropole est dotée de transports en commun et que vous avez des alternatives, finalement, ce n'est pas tellement les gens qui vivent à l'intérieur des métropoles qui sont pénalisés. C'est ceux qui viennent dans la métropole pour y travailler ou qui la traversent. C'est toute la périphérie, la périurbanité, celle qui bouge, celle qui grouillonne et qui est un peu en colère. Donc, il fallait s'occuper de ça aussi. Et puis, dernier point, comment allait se faire la mise en forme, l'harmonisation, si je peux dire, de toutes les zones à faible émission. Je vais vous prendre un exemple. Ce qui nous a frappé dans les auditions avec Gérard Le Seul, on a pris une région, je ne dirais pas que le bassin de vie est commun, mais il y a beaucoup d'interconnexions entre ces trois métropoles. Je veux parler de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Aucune des trois métropoles n'a les mêmes règles, ni d'interdiction, ni d'harmonisation. Donc, mettez-vous à la place des particuliers, c'est compliqué. Mettez-vous à la place du tissu économique, des artisans, des commerçants dont je vous parlais, hein, le menuisier, le charpentier, le maçon, l'entrepreneur de travaux publics qui doit aller travailler dans ces trois métropoles. Et bien, au bout d'un moment, il abandonne des marchés sur ces métropoles pour
prendre, s'il le peut, ailleurs dans les territoires. Donc voilà, on a abouti sur tout ça et on s'est dit qu'il était temps, parce que à la fois la loi L'Homme et climat et résilience derrière, qui a accéléré le phénomène. Je veux juste, après je me tais, je vous juste une barrière de chiffres pour que vous soyez à l'aise avec ça. Non, mais pour introduire, on a rajouté au total 43, enfin ça fait 43 métropoles au total qui sont intéressées par ces ZFE. Sur les 43, il y en a 9 qui n'en ont pas besoin aujourd'hui, puisqu'il y a un décret qui est paru en décembre dernier et qui dit que si les métropoles concernées ont atteint un seuil de pollution inférieur ou égal aux normes de l'OMS, elles n'ont pas à mettre en place des ZFE. Donc, ce n'est pas quelque chose de définitif et d'obligatoire. À un moment ou à un autre, on pourra revenir en arrière. Ben oui, mais alors, donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas comment elles ont fait? Parce qu'elles s'en sont préoccupées au départ. Mais on en reparlera, Président, là-dessus. Et puis, il ne faut pas oublier une date. Tout le monde est focalisé sur 2025. 2025, c'est la mise en place des ZFE. Le résultat, le coup près, si je peux dire, ne tombera quand c'est à la fois loin et court, c'est en 2032. C'est en 2032 qu'on doit avoir nos normes de pollution. Je le dis tout de suite parce que l'Europe va arriver à ces taux-là très rapidement. Ça sera les normes de l'OMS en 2032, ça ne sera pas les normes européennes, donc les normes les plus strictes qui existent aujourd'hui. Et on ne peut pas faire autrement parce que c'est vraiment une question de santé publique. Voilà pour l'introduction. Maintenant, je suis ouvert à toutes les questions. Alors, il y en a beaucoup de questions, à mon avis. Bon, ce n'est pas suffisant, là, monsieur le député. Alors, attendez. Donc, nous avons la loi L'Homme et ensuite, nous avons la loi Climat et Résilience, donc, qui a durci et qui a étendu. Bon, il se trouve que bientôt, il y a une nouvelle loi, la loi sur la programmation de l'énergie, sur la nouvelle loi énergie-climat. Donc, cette loi-là peut peut-être corriger, voire rectifier, améliorer, je ne sais pas. Je sais. Alors, franchement, honnêtement, je ne sais pas s'il faut qu'on passe encore par un véhicule législatif. Laissons le travail se faire là aujourd'hui. On a réussi avec cette mission Flash au moins une chose, c'est de faire prendre conscience au gouvernement que les collectivités ne pouvaient pas faire tout toutes seules et qu'il fallait les accompagner, notamment en termes d'harmonisation. J'espère bien que le groupe de travail qui a été mis en place sur l'acceptabilité sociale, mais aussi le groupe de travail sur l'harmonisation, qui sont des groupes de travail qui ont été mis en place par le ministre Béchu, mais suite à la publication du rapport. J'espère qu'ils vont arriver à des conclusions assez rapides. Il faut vraiment qu'on ait une nomenclature valable pour tout le territoire. D'abord, ce sera plus simple pour tout le monde. Je vous citais Grenoble, Lyon, Saint-Étienne. Vous voyez bien que s'il n'y a pas une nomenclature commune, on va avoir du mal à y arriver. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur l'acceptabilité sociale, on n'a pas besoin d'un nouveau véhicule législatif. On a surtout besoin de faire remonter du territoire des solutions qui existent. Et ce qui est fantastique dans cette mission, c'est comment alors j'exagère quand il ne se passe pas une journée, mais en tout cas, dans les premiers mois, c'était vrai. Il ne se passait pas une semaine sans que j'ai 3 à 4 solutions pratico-pratiques pour notamment les plus précaires qui se mettent en place pour permettre aux gens, le but n'étant pas de remplacer un véhicule par un autre véhicule, mais en attendant, pour ceux qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas les moyens, il faut le faire. Je vois François Moutot dans la salle, il le sait bien parce qu'on n'habite pas loin l'un de l'autre. C'est assez compliqué, et pourtant on est en Île-de-France, c'est assez compliqué de prendre les transports en commun pour être à l'heure à un rendez-vous à Paris le matin. Je ne dis pas ça parce qu'il arrive à 9h moins 10, ce n'est pas du tout ça. Mais non, ce n'est pas pour ça que je disais ça, c'est vraiment parce que c'est compliqué. Moi-même, je suis à 50 km de Paris, je prends ma voiture. C'est pas parce que je… Mais c'est une voiture hyper propre. Oui, elle est hybride. Mais bon, voilà, moi j'ai les moyens, il y en a qui n'ont pas les moyens. Donc il faut qu'on trouve les solutions. Elles existent. Quand je dis il faut qu'on trouve, on me dit toujours il n'y a qu'un faucon. Alors, on a trouvé les solutions de substitution. Elles existent. Voilà. Il faut les mettre en place sur les territoires, il faut les discuter avec les collectivités. Il faut que les collectivités se mettent d'accord entre elles sur une harmonisation des interdictions. Il faut qu'on mette un contrôle, parce que sans contrôle, ça ne fonctionne pas. Et là, je dois rappeler que quand même l'État, après beaucoup de tergiversations, et je pense que la solution est intelligente, a décidé d'être en capacité d'opérer les contrôles via le système LAPI de vidéo qui flash les plaques d'immatriculation, comme ça on sait si vous êtes autorisé à rentrer ou pas. Après, qu'est-ce qu'on fait de ce contrôle? Là, j'aimerais que les collectivités se mettent d'accord. Il y en a qui voudront du contrôle punitif tout de suite. Or, vous pouvez développer toute la communication du monde sur les zones à faible émission. Elles vaudront l'argent, oui. Ouais, elles vont avoir l'argent en plus.
toute la communication du monde, vous pouvez être sûr que le jour où vous mettez des contrôles, il y a des gens qui ne sont pas au courant. Donc, moi, je suis plutôt pour quelque chose de pédagogique, des amendes pédagogiques pendant un certain temps à définir par les collectivités. Ce n'est pas moi qui vais le définir à leur place. L'argent des amendes, mon cher président, reviendra aux collectivités pour travailler leur mobilité, hors frais de gestion, effectivement, de l'opérateur. Ça veut dire que ce sera affecté. Oui, ça sera affecté. Voilà. Donc, il y a quand même des choses qui commencent à émerger. Et puis, à côté de ça, dans l'acceptabilité sociale, il y a aussi ces biens. On travaille sur les propriétaires de voitures. Malheureusement, la précarité est de plus en plus forte. Donc, on a trouvé des solutions pour ceux qui ont besoin d'une voiture, mais qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture propre neuve. Mais est-ce qu'on met tous les citoyens à contribution concernant la pollution de l'air? Non. Donc là, on va mettre en place un groupe de travail au ministère, notamment sur une ZFE portuaire. Parce que là où vous avez un port, vous avez une métropole. Enfin, une métropole, ou en tout cas, une agglomération. Et des navires assez polluants. Et des navires assez polluants. Donc ça va être mis en place. On n'a pas pu le faire ni pour les zones d'activité industrielle, ni pour les zones aéroportuaires, parce qu'elles ne sont pas toutes, contrairement au port, situées près d'une ville, près d'un grand centre urbain. Mais en revanche, on va regarder si en termes de normes de pollution de l'air, où on en est. Est-ce qu'il ne faut pas pousser un peu plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas pousser un peu plus loin? Est-ce que les gens ont travaillé dessus ou pas? Moi, j'y étais il n'y a pas longtemps, je prends l'exemple d'Aéroport de Paris qui a énormément travaillé sur la pollution de l'air. Ils ont des résultats assez satisfaisants. Donc, ce genre de groupe, on ne va peut-être pas aller plus loin pour l'instant parce qu'ils sont quasiment dans les clous, mais ceux qui ne font rien ou qui s'en tiennent aux normes qu'on a définies il y a déjà très longtemps, on va peut-être leur demander d'aller un peu plus haut. Ce qui pourrait résoudre des problèmes, par exemple, sur la zone comme sur la ZFE de Rouen, parce que la Grogne est partie de la ZFE de Rouen, parce que vous avez tout ce site industriel qui est quasiment collé à la ville. À côté de chez Monsieur Le Seul, alors. Oui, et ben c'est bien pour ça que Gérard Le Seul en a eu l'idée. Donc voilà en gros ce que je peux répondre là-dessus. Est-ce qu'on peut revenir alors sur un certain nombre de points que vous avez abordés? Donc les ZFE sont différentes selon les villes, parce que c'est la municipalité qui va décider d'un certain nombre de critères, du périmètre, etc. Donc, évidemment, c'est un peu compliqué. Donc, vous avez dit qu'il faut harmoniser. Donc, je ne sais pas si on peut harmoniser par décret ou comment ça va se passer, mais je vous signale que nous sommes dans l'Union européenne et que dans l'Union européenne, il y a 300, alors ils appellent ça des LES, ou l'équivalent en anglais des ZFE. Et comme la liberté de circulation est un principe européen, c'est évidemment tout aussi compliqué entre Lyon et Saint-Étienne qu'entre Paris et Bruxelles et Munich, etc. Et donc, à un moment donné, la question de savoir si on laisse tout faire aux municipalités, si à ce moment-là, la liberté de circulation n'est pas compromise d'une certaine manière, puisque du coup, les mêmes critères ne s'appliqueront pas aux mêmes voitures. Et puis, dernier point, in coda venenum, comme on disait, c'est le climat, c'est la protection du climat. Parce que si c'est la protection du climat, ce n'est pas le CO2 qui est visé, puisque manifestement, quand vous avez un gros SUV, vous pouvez entrer, ce n'est pas un problème. Mais du point de vue du climat, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, la loi climat et résilience, elle a peut-être mal visé, là, en quelque sorte. Alors, il y a deux questions dans votre question, cher président. D'abord, sur l'homogénéisation, c'est pas facile à dire le matin, ça, des critères au niveau européen. C'est une question intéressante. Et là, je pense qu'on peut y arriver justement grâce au système de l'API, enfin de vidéo, qui flash les plaques d'immatriculation. Ça permettrait, alors moi je suis un peu utopique, mais dans l'absolu, c'est faisable, à condition que les pays européens s'entendent. Dans l'absolu, c'est tout à fait faisable. C'est-à-dire que vous décidez que tous les certificats d'immatriculation des voitures dans toute la zone euro mettent les mêmes critères de pollution. D'accord ? Et c'est finalement, quand vous flashez la plaque d'immatriculation qui renvoie sur le certificat d'immatriculation de la voiture, que vous êtes autorisé ou pas à rentrer dans une ZFE. À ce moment-là, si vous avez ce système-là, vous pouvez uniformiser effectivement les zones d'entrée dans les ZFE. Ça, c'est pour la partie technique. Je peux ou pas rentrer. Pour la partie du périmètre, il y a un moment où il faut quand même aussi laisser la main aux collectivités. C'est quand même à elles de définir les choses. Et honnêtement, elles ne l'ont pas trop mal fait, celles qui ont commencé, parce qu'elles se sont appuyées sur des services existants, notamment Atmo, qui mesure la pollution atmosphérique un peu partout, ou Air Paris ici, puisqu'on est à Paris, et qui ont pu définir
vraiment dans une métropole, quels étaient les endroits où il fallait agir le plus vite possible pour réduire au maximum la pollution sur la métropole. Donc ça, je ne suis pas très inquiet là-dessus. L'autre partie que j'ai déjà oubliée, c'était CO2. Ah oui, CO2. Ben oui, alors effectivement, ça va vous paraître bizarre, mais si demain on arrive à éradiquer les polluants de l'air, puisque là c'est vraiment, on lutte contre c'est un enjeu de santé publique, la pollution de l'air, je vous rappelle quand même 48 000 décès par an, en éradiquant les polluants de l'air, on risque de provoquer effectivement une augmentation de gaz à effet de serre quand il y a notamment des canicules sur les métropoles. Donc, on n'a pas mélangé les deux, mais il y a une vraie question, Président, et il faut qu'on se la pose. Je n'ai pas la réponse, honnêtement, là-dessus. Il va falloir qu'on retravaille dessus. Mais enclenchons déjà les trucs sur la pollution de l'air. D'un côté, on travaille sur le CO2 de l'autre, et il va falloir qu'on trouve un moyen, à un moment, de matcher les deux, en tout cas pour les agglomérations. Moi, honnêtement, pour le coup, je vous le dis, je n'ai pas la réponse. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement français exonère de l'obligation de créer des ZFE des villes qui ont réussi à obtenir un degré de pollution de l'air inférieur aux normes de l'OMS. Donc, c'est très intéressant, ça. Ça veut dire que finalement, les ZFE ne sont pas obligatoires puisqu'on peut trouver un autre moyen, un moyen alternatif, si je puis dire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'abord étudié ça? Je ne sais pas, moi, peut-être qu'il y avait des mesures qu'on pouvait prendre qui étaient relativement simples et qui précisément auraient épargné, ou nous auraient épargné, ou vous aurez épargné le travail que vous avez à faire pour rendre les ZFE supportables. Ouais, alors là, je ne connais pas exactement la structure des 9 agglomérations qui sont concernées, qui ne sont plus concernées d'ailleurs, par les ZFE pour l'instant. Tout ce que je peux dire sur une ou deux, dont je ne me souviens plus les noms, c'est que le travail contre la pollution avait commencé il y a très longtemps, dans les années 2000, à partir à une date où, évidemment, nos voisins avaient déjà commencé, notamment les Allemands et les Italiens. Hein. Et même les Anglais, ils ont et un même péage. Les Anglais, ils ont un différent. péage. Mais nous, on y est allé, comme d'habitude, au dernier moment. Donc, l'urgence de régler ce problème de pollution de l'air dans les agglomérations, dans le temps, fait qu'on pourrait appliquer effectivement ce que ces agglomérations ont appliqué, mais il y a déjà ça plus de 20 ans, sauf qu'on ne va pas raccourcir le temps des résultats. Donc, c'est pour ça qu'on force un petit peu les autres sur les ZFE à y aller. Et je vais vous prendre un autre exemple, je crois que c'est sur Grenoble, sans contrôle, puisque les contrôles ne sont pas effectifs pour l'instant. Enfin, il y a quelques contrôles de temps en temps menés par les policiers, mais ils ne sont pas très loin. Grenoble a déjà réussi à baisser la pollution de l'air de 50% depuis qu'ils ont mis en place la ZF. Ils l'ont fait de manière très contraignante. Beaucoup de gens râlent, mais bon, en termes de lutte contre la pollution de l'air, ça fonctionne. Moi, je ne suis pas forcément sur ce schéma ultra coercitif, mais ça veut dire que dès qu'on mène une action, ça fonctionne. C'est une cuvette, Grenoble, ce qui fait oui, en plus, c'est compliqué chez eux. Paris, c'est pareil. Il n'y a pas de contrôle, mais la pollution de l'air a baissé. Donc, on arrive à des normes qui ne sont pas encore acceptables, mais quand le gouvernement se fait avoir pour non-action climatique et puis les amendes sur la pollution de l'air, on dit que c'est à cause de 4 métropoles, 5 métropoles, mais en fait, ce n'est pas 5, hein, c'est 4,5. Enfin, j'exagère quand je dis ça, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a deux agglomérations qui sont vraiment à la limite de l'acceptable et qui se sont fait toper sur un polluant, alors que sur les autres, ils sont plutôt en dessous. Donc, même sans contrôle, ça commence à fonctionner, parce que la prise de conscience quand même des citoyens est tant mieux. Mais avec les contrôles, j'ai bon espoir que ça s'accélère. Et dites-moi, dans votre mission flash, qui est très intéressante, je convie chacun à lire les conclusions, vous parlez aussi des voitures, donc, hein, de l'offre, et notamment des voitures électriques, et notamment du rétrofit et différentes de la TVA, des plateformes multimodales, etc., du dernier kilomètre pour les livraisons, enfin bon, tout ce qui est finalement le lot commun des urbanistes, des gens qui travaillent sur la décarbonation des grandes villes, et notamment sur lutter contre la défiance que l'on peut sentir contre les voitures électriques. Est-ce qu'il y a assez de bornes de recharge, etc. Est-ce qu'il y a des voitures légères suffisamment en quantité, des petites voitures électriques légères en quantité suffisante pour permettre précisément aux personnes qui sont concernées, qui habitent en dehors des villes, de pouvoir acheter, de pouvoir changer de véhicule? Et je signale
par ailleurs qu'un certain nombre d'écolos disent « Ah oui, mais dites, vous êtes en train de pousser à l'obsolescence là ». Et donc, vous ne vous rendez pas compte de la quantité de métaux et d'autres qu'il faut mettre en place pour proposer une nouvelle offre, une nouvelle génération de véhicules. Est-ce qu'on a pensé à ces effets pervers? Je pensais à ça simplement parce qu'en Angleterre, par exemple, ils disent « Ah, mais l'effet pervers numéro un, c'est qu'il y a des gens qui font plus de kilomètres pour contourner la ZFE ». Ça, c'est pas faux. Il y en a qui font plus de kilomètres pour contourner la ZFE. Clairement, la réponse à votre question, Président, c'est non. On n'a pas assez de véhicules légers. Je vous le dis. Aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, il n'y a pas, même sur le marché du neuf, il n'y a pas suffisamment de véhicules électriques légers à disposition des habitants. Et je dirais même plus, même si c'est des véhicules d'occasion, il n'y a pas suffisamment de véhicules légers électriques abordables. La Zoé, non? La Zoé, oui, mais même d'occasion, la Zoé, elle reste chère pour les précaires. Juste un petit chiffre pour les précaires, que vous ayez une idée. Si vous êtes précaire et que vous avez besoin de contracter un microcrédit, il ne faut pas que votre reste à charge dépasse 6 000 €. Sinon, vous n'avez pas de microcrédit. Alors, si vous n'avez pas de microcrédit, vous n'avez même pas le prêt à taux zéro, je vous le dis tout de suite. Mais pour autant, il y a des dispositifs qui existent. Dans les dispositifs qu'on peut mettre en place, il y a des dispositifs de long terme que vous connaissez tous. C'est l'amélioration des transports publics, plus de bus à haute, on dit à haute valeur ajoutée, on ne sait pas comment ça on dit, à haut niveau de service. Voilà. Plus de bus, les couloirs d'autopartage, de covoiturage, ou même les bus à haut niveau de service pourraient l'emprunter et puis pas les autres voitures. Donc les infrastructures, c'est bien, il faut les améliorer, mais c'est long. C'est très long à mettre en place, les infrastructures. Il y a un problème foncier quand vous parlez de mettre des grands parkings. Oui. Où c'est qu'on va les mettre? Ou les plateformes multimodales en ville, où c'est qu'on va les mettre? Donc tout ça, c'est assez lointain. Alors ça peut être à l'horizon 2032, mais ça sera juste. Je prends l'agglomération de Marseille. Aujourd'hui, Marseille, c'est une catastrophe pour les précaires. 2e et 3e arrondissement de Marseille, il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas de transport en commun. C'est les 2 quartiers les plus pauvres de Marseille. Comment les gens là-bas vont faire pour se déplacer? Si on ne leur trouve pas une alternative, pour le coup, bagnole, je n'ai pas d'autre choix. Alors, vélo peut-être électrique dans la ville de Marseille, il y a des aides pour ça, mais vous n'allez pas assigner les gens à rester dans leur agglomération. Il faut que ces gens puissent sortir un petit peu quand même. Donc, il y a plusieurs choses qui se mettent en place et c'est là où, dans ces temps d'anxiété, il y a quand même un génie français qui propose des solutions. Des solutions, vous n'avez qu'à vous baisser pour en trouver. Et ça, je trouve que pour ça, notre pays est fantastique. Il y a une société, je vais les nommer puisqu'ils sont en pointe là-dessus, on est en train d'essayer d'obtenir les autorisations pour eux. Société Roule qui fait de l'assurance complémentaire pour les automobilistes. Ça, c'est leur métier de base. Deuxième métier, c'est la solidarité mobilité. Ils offrent notamment, dans les Yvelines, ils ont offert 160, on ne les a pas tous encore, mais ils ont offert 160 véhicules électriques pour les collectivités. Moi, je sais que la ville de Bonnières, par exemple, qui est sur ma circonscription, on a reçu une. Et ils se sont dit, bon, on met quand même à la casse, écoutez bien, on met à la casse 1 200 000 véhicules par an. Le coût carbone, puisqu'on parlait de carbone, de la destruction de ces véhicules est énorme, est absolument gigantesque. Pourquoi ne récupérions-nous pas, je ne sais pas, 20, 30, on peut aller jusqu'à 50 000 véhicules par an? Ça, c'est ce que vous appelez le rétrofit, c'est un rétrofit amélioré encore. Oui, enfin, c'est encore, l'idée, oui, c'est un peu le rétrofit, mais c'est du rétrofit vraiment organisé pour le coup. On récupère jusqu'à 50 000 véhicules par an, de ce qu'on appelle les véhicules hors d'usage, dont beaucoup ne le sont pas hors d'usage. C'est des véhicules qui sont partis à la destruction parce que la prime à la conversion impose que le véhicule aille à la destruction. Oui, mais donc, ils sont roulants encore. Mais est-ce qu'ils ne sont pas particulièrement polluants, justement? Non, mais alors justement, ce qu'on en fait, Président, c'est qu'on les récupère, enfin, ceux qui sont roulants et dont on sait qu'on peut avoir un contrôle technique OK, et effectivement, on les rétrofite. Soit au GPL, soit au bioéthanol, soit à l'électrique. Pourquoi les trois? Parce que GPL et bioéthanol, vous sortez un leasing sur 5 ans à moins de 100 €, à 80 € par mois. Et pour l'électrique, qui est quand même un petit peu plus cher à rétrofiter, vous êtes un petit peu au-dessus de 100 €. Du coup, du premier au dernier loyer, c'est 80 d'un côté ou 100, 105, 110 de l'autre. Et vous permettez aux précaires d'avoir un véhicule pendant 5 ans, dont ils n'ont pas à se soucier du premier loyer, qui est en général majoré, ni même du dernier loyer, parce qu'il faut payer ce qu'on a cassé, en gros, ça, puisque de toute façon, au bout de 5 ans, le véhicule repart à la destruction. Et donc, ils veulent taper
dans ce vivier-là et dans le vivier des véhicules des domaines. Alors, ce n'est pas la seule solution, on ne va pas réussir à fournir un véhicule à tout le monde, mais vous voyez qu'il y a quand même des gens qui se bougent pour ça. Vous avez les plateformes aussi de covoiturage qui ont compris quelque chose, c'est que si vous voulez avoir des covoitureurs, et pas des covoitureux, des covoitureurs fidèles et qui restent sur la plateforme longtemps, il ne faut pas leur changer leur trajet. Quand ils partent de chez eux pour aller au boulot, ils prennent toujours le même chemin. Si vous changez leur chemin, ils vont quitter la plateforme, ça va les embêter. Ils ne sont pas là pour aller chercher les gens chez eux. Donc, il y a les plateformes, comment c'est le cas notamment de… Je ne vais plus avoir leur nom en tête, mais je sais qu'il y a Klaxit, et il y en a une autre qui me pardonne. Ecov, très bien, merci beaucoup. J'ai des souffleurs dans la salle, c'est top. Et Ecov, notamment ces deux-là, mais il y en a sûrement d'autres qui ont compris que le covoitureur devait faire le même trajet. À partir de là, on récupère les covoiturés, pas forcément à des endroits fixes, puisqu'ils sont sur votre chemin. Alors souvent, si, c'est quand même des endroits fixes, dans genre des arrêts de bus ou des petits parkings, mais qui sont sur la route. Et l'expérience, notamment, c'est Ecov en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des histoires amusantes. Hein. C'est que le même covoitureur transporte les mêmes covoiturés quasiment toute la semaine à l'aller et au retour, au point que les gens sont devenus potes. Voilà. Et ça, financièrement, ça tient. Pourquoi? Parce que la collectivité paye le covoitureur, 2 €, ça c'est pour Ecov, hein, le modèle Ecov, 2 € pour chaque siège occupé, 1 € pour un siège non occupé. C'est-à-dire, dès l'instant où vous faites le trajet, vous êtes rémunéré. Ça représente un gain pour le covoitureur d'à peu près 150 € par mois. Et ça coûte moins cher aux collectivités que de développer des lignes de bus. Très bien, monsieur le député, c'est extrêmement intéressant. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en réalité, le ZFE réclame un immense effort de solidarité, d'équipement, d'infrastructure et de communication pour faire connaître au public en question toutes ces solutions, quoi, hein. Et donc, on a mis la charrue avant les bœufs, quoi, en fait. Alors oui et non, parce que j'ai quand même rencontré des agglomérations qui avaient fait le boulot au niveau communication. Je pense notamment à l'agglomération de Montpellier. Ils ont fait un énorme boulot là-dessus, et pour autant, vous avez beau produire, hein, moi j'ai vu, ils ont fait un 4 pages ou un 8 pages, je ne sais plus, qui est vraiment très très bien fait, très didactique, avec beaucoup de schémas qui rentrent mieux dans la tête des gens. Pour autant, quand vous interrogez les gens, et parce qu'encore une fois, il n'y a pas de contrôle, je le maintiens, encore une fois, il n'y a pas de contrôle, les gens oublient complètement qu'effectivement, ils sont dans une ZFE. Ben, il y a des contrôles, non? Oui, il y a des contrôles policiers, mais il n'y a pas de contrôle automatique. Il y a même des villes, c'est la ville de Nice. Je ne ferai pas de contrôle. Oui, mais voilà. Donc, mais je pense que le contrôle est obligatoire. Et puis, oui, il y a un sujet dont on n'a pas parlé aussi, Président, si vous me permettez. C'est aussi pour ce qui concerne la logistique du dernier kilomètre. Oui. Là, c'est pareil. Je veux bien qu'au niveau de l'État, au niveau des collectivités, on réfléchisse là-dessus, mais ça ne marche jamais mieux que quand les collectivités parlent directement avec les acteurs de la logistique pour le dernier kilomètre. Il y a eu un truc qui s'est monté qui s'appelait Interlude. Il va y avoir Interlude 2, qui sont des gens les grossistes et les logisticiens qui avaient mis ça en place pour voir comment ils pouvaient effectivement travailler avec les agglomérations à l'intérieur pour mettre des points de distribution assez faciles, le moins polluants du monde. Ils vont continuer. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à eux. Moi, je fais confiance à l'intelligence collective. J'ai peut-être tort, mais je pense que c'est mieux qu'ils s'entendent entre eux plutôt que l'État jacobin impose un truc qui ne sera qu'une vision globale, macro, et qui ne sera pas une vision micro, notamment parce que chaque territoire est différent et chaque agglo est différent. Et enfin, pour terminer sur la com, parce que j'avais perdu un petit peu le fil de mes idées, c'est bien pour ça que je continue à me déplacer dans toutes les collectivités qui me le demandent pour essayer d'expliquer tout ce que je vous explique aujourd'hui. Ouais, ça, ce n'est pas le gouvernement qui me l'a demandé. Je ne suis pas missionné par le gouvernement, je tiens à le signaler, parce que d'ailleurs, je titille un peu le gouvernement, parce que je continue à faire mon tour de France, à annoncer des trucs. Et si jamais, du côté du ministère, dans leurs travaux, ça ne correspond pas à ce que j'annonce, je vais finir par passer pour un con. Donc, je leur ai dit, écoutez, vous êtes gentils, vous me tenez à minima au courant de vos travaux. Je n'ai pas besoin de faire partie des groupes de travail, ça, ce n'est pas mon boulot, mais au moins que je ne raconte pas n'importe quoi. Parce qu'autant Gérard Le Seul, qui est dans l'opposition, lui, quand il fait son tour, il peut se permettre de dire à peu près que ce que lui pense. Moi, j'ai quand même un devoir, petite obligation morale quand même,
à essayer de faire comprendre aux gens qu'on n'a pas fait ça pour rien et qu'on travaille main dans la main avec le gouvernement. Moi, j'ai bien tendu la main, mais j'aimerais bien qu'on me la serre aussi. Très bien. Alors, j'allais le faire. Dites-moi, donc, dans cette espèce de panoplie quand même en face de nous, toutes ces communes, vous avez des communes qui sont plus écolos et qui disent, moi, ce n'est pas le problème uniquement de la pollution, c'est le problème de la bagnole. Voilà, la bagnole, elle prend de la place, elle occupe, c'est de la congestion, il faut moins de voitures. Et d'autres qui disent, non, ce n'est pas le problème d'avoir moins de voitures, le problème, c'est d'avoir des voitures propres. Comment fait-on dans ce cas-là? Est-ce qu'une collectivité a le droit de restreindre complètement la place de la voiture? Sans doute que oui. Ah bah oui, la collectivité a tous les droits. Après, s'ils veulent être réélus, il faut qu'ils voient. C'est juste ça. Oui, la ville de Berlin, vous avez vu? Oui, enfin, les Allemands, ce n'est pas les Français non plus. Non. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, mais donc l'exemple, c'est que la ville de Berlin vient d'avoir ses élections et évidemment, la municipalité sortante qui a été extrêmement dure sur la circulation a été battue. Oui, mais voilà, tout le problème est là. Je pense qu'il n'y a pas, en bon centriste, je dirais, il n'y a pas de solution extrême. On ne va pas tout autoriser ou tout interdire. Il y a des moyens à mettre en place et je pense qu'on peut vivre en bonne intelligence les uns avec les autres. Mais de toute façon, de facto, ça tient beaucoup sur le plan de mobilité que vous imposez à votre agglomération. Vous voyez bien que les agglomérations qui ont mis des plans de mobilité qui sont un petit peu compliqués, peut-être un peu le cas à Paris d'ailleurs, fatalement, au bout d'un moment, de facto, les voitures, il y en a moins parce que ça devient compliqué de se déplacer. Oui. Il y a à la fois le développement absolu des transports en commun, des mobilités douces dans les agglomérations parce qu'il faut le faire, et puis il y a de plus en plus de gens qui sont preneurs de mobilité douce, pas faire n'importe quoi, vous avez le problème des trottinettes à Paris, et puis de l'autre côté, un plan de mobilité qui soit peut-être plus en faveur des mobilités douces, justement, peut-être plus en faveur aussi de ce dont on a besoin et qui est essentiel, c'est-à-dire la logistique du dernier kilomètre, parce qu'il faut bien nourrir tous les gens qui sont dans ces métropoles, et puis peut-être un petit peu moins favorable aux voitures, sachant que dans ce qui circule dans une métropole, il y a un fort pourcentage de gens qui n'ont pas besoin de leur voiture. Oui, et dans la ville, effectivement, donc les ZFE protègent les gens qui n'ont pas de voiture au détriment des gens qui ont des voitures. Non, les ZFE essayent de faire en sorte de faire prendre conscience. J'ai rencontré un type qui a fait une plateforme, ça fait partie du génie français, qui a fait une plateforme assez fantastique. Il est en cours de finition de cette plateforme, il en est à l'ébauche, mais pendant 5 ans, il a collecté des données sur toutes les communes de France, sur toutes les métropoles et sur toutes les communes de France. Il a fait les 36 000 communes. Et il est capable, grâce à un algorithme, de faire votre schéma de mobilité en fonction, de vos préférences, enfin, non, c'est pas, je ne vous le dis pas dans l'ordre, de vos préférences, des trajets que vous faites au quotidien, enfin des trajets que vous faites sur une semaine ou sur un mois, etc. Il est capable de vous donner un classement, les 5 ou 10 premières solutions de mobilité qui s'offrent à vous en fonction de là où vous habitez, en fonction de tout ça. Il a fait ça pas pour dire aux gens changer de voiture ou pas pour dire aux gens ne prenez que les transports en commun. Il a fait ça simplement aussi pour que les gens se rendent compte que ce qu'ils ont comme mode de transport, qui est en général la bagnole, clairement que la voiture, qui est que la bagnole, eh bien, là où il habite, en fonction des besoins qu'il a, il n'a peut-être pas besoin de sa bagnole tout le temps. Et là, on en vient aussi aux notions d'autopartage, etc. Mais c'est assez intéressant ce qu'il a fait. J'attends qu'il ait fini un petit peu de travailler sur son logiciel. Et bien évidemment, je le présenterai au ministère de manière à ce qu'il rende ses travaux là-bas et qu'on essaie d'en faire quelque chose. Parce que ça peut être un outil intéressant, notamment pour les maisons France Service, où les agents des maisons France Service pourront renseigner donc les gens qui viennent les voir sur les problèmes ZFE de la métropole qu'il y a autour et seront en capacité, grâce à un questionnaire simple, de donner à chaque citoyen la solution de mobilité qui existe pour lui. J'ai l'impression d'être dans la science-fiction quand je dis ça, mais moi j'ai vu le logiciel, j'ai vu la plateforme, ça existe. Quand je dis qu'on a un génie français, on a un génie français à trouver des solutions. Et c'est pour ça que moi je ne suis pas très pessimiste sur la mise en place des ZFE. Oui, ça va brasser, oui, ça va tirailler, oui, quand les contrôles vont être mis en place, les gens vont râler. Mais à nous, les politiques, pas seulement nationaux, mais aussi les politiques des collectivités territoriales, de dire, attendez, stop, on a les solutions. Il faut qu'on les mette en place, mais on les a.
Non, mais c'est quand il y aura l'amende, évidemment, qu'on va râler. Parce qu'il y a quand même presque, je sais pas, une grande quantité de personnes qui sont quasiment à la ligne de flottaison. Donc, il suffit que le permis soit supprimé ou qu'il y ait une grosse amende et tout d'un coup, ça y est, on coule. Et donc, il faut faire très attention. Et on a vraiment besoin de faire quelque chose pour toutes ces personnes. C'est 80% des modes de transport automobile quand même en France encore aujourd'hui. Nous avons fait récemment un atelier là-dessus avec Madame Maisonneuve qui disait que finalement, la priorité dans le domaine des transports, c'est que ce soit les zones rurales qui soient électrifiées en premier. Et ensuite, que toute la question, c'était en effet le périurbain. Et là, c'est là qu'on a des difficultés particulières et c'est là qu'il faut faire des efforts de transport en commun, d'aménagement, d'infrastructures, etc. Mais là, Président, vous avez parfaitement raison. Le problème principal à l'acceptation des ZFE, c'est le rural et le périurbain. C'est le rural et le périurbain. Et moi, il y a un truc que je ne comprends pas et que je n'ai pas compris de la part des constructeurs automobiles, ni même de l'État, je le dis aussi franchement que je pense, là où la voiture électrique est la plus pertinente, c'est en zone rurale. C'est là où vous avez la plus grande concentration de maisons individuelles. C'est là où vous avez des prises électriques dans votre cour et où vous pouvez charger votre voiture électrique tous les soirs. C'est là où ceux qui sont passés à l'électrique, moi j'ai des amis dans mon petit patelin de Jumeauville, 650 habitants, 40-50 km du centre de Paris, où ils sont passés à l'électrique sans y croire au départ, avec une autonomie de 400 km, eh bien, ils font quasiment la semaine avec leur voiture électrique. Et une nuit de recharge, je vous le dis pour une Smart, hein, une nuit de recharge pour une Smart électrique, je ne peux pas de pub, je sais simplement le tarif pour cette voiture-là, c'est 2,50 €. Voilà, une fois que j'ai dit ça, je crois que j'ai pratiquement tout dit pour la ruralité. Je ne comprends pas. On a notre part de responsabilité, les politiques, quand on a vanté les voitures électriques, on les a vantées et on les a vendues d'abord Aux citadins. Parce que les citadins avaient les moyens. On aurait dû faire des primes beaucoup plus importantes d'accès à la voiture électrique pour les ruraux. Et un effort de pédagogie énorme pour leur dire oui, cette voiture est spécialement faite pour vous. Alors, si je peux me permettre, si on a encore 5 minutes, je vais vous raconter une petite anecdote quand même à ce sujet parce qu'il y a encore des freins. Oui ou pas? Je regarde. J'ai un de mes voisins qui a un vieux C15 pourri qui pollue mais tout le patelin. D'accord. Un jour, je l'ai chopé, mon brave Lulu, et je l'ai amené à la maison. Et j'ai dit, Lucien, là, tu commences à nous emmerder avec ta bagnole. Tu es gentil, tu es retraité, tu n'as pas besoin de ton C15 pourri. On va faire le calcul entre ton C15 pourri et une Zoé, puisqu'on parle de Zoé. Et une Zoé neuve, hein, en location, avec option d'achat. J'avais dit un gros mot, location avec option d'achat. Déjà, les retraités, j'avais dit un gros mot. Enfin, je lui explique. Il me dit, ah oui, c'est pas con. Et puis on se met, on a bossé. Hein. On a bossé 2-3 heures. On est arrivé, je vous passe les détails, mais on est arrivé à effectivement un gain de pouvoir d'achat pour lui par mois en prenant la Zoé entre 20 et 30 €. Je ne me souviens plus exactement de la somme, mais je sais que c'était entre 20 et 30 €. Donc là, je l'avais ébranlé quand même, Lucien. Il se dit, je me retrouve avec une Zoé électrique, je vais être un peu la honte du patelin, ils sont tous avec des pick-up, etc. Et il m'a sorti l'argument massu contre lequel je n'ai trouvé aucune réponse. Il me dit, mais t'es gentil, Mono, avec ma Zoé électrique, je le mets où le sanglier quand je vais chasser? Non, mais vous voyez, le diable se cache dans les détails, hein, c'est bien ce qu'on disait. Mais donc, l'électrification des véhicules dans les zones rurales, ça sera aussi l'électrification du deuxième ou du troisième véhicule, pas forcément du premier. Mais au moins qu'on fasse l'effort d'aller vraiment, l'effort pédagogique, d'aller dans les zones rurales pour leur dire que c'est leur intérêt et qu'ils vont gagner de l'argent, enfin, ils vont gagner du pouvoir d'achat, pardon, en passant à l'électrique. Je pense il y a beaucoup de participants. On va passer aux questions. Je vois qu'il y a beaucoup de groupes de travail. Alors je ne vais pas m'amuser sur les groupes de travail. On disait ça dans le temps, on va faire un groupe de travail. Bon, donc la question est réglée. Mais bon, il faut quand même travailler. Donc, merci, c'est très intéressant. Il y a quand même tout un éventail de questions auxquelles vous avez répondu ou auxquelles vous travaillez. Donc, on est très content. Quand j'étais ministre dans le temps, il y a très, très longtemps, j'avais proposé le péage urbain. Je ne vous dis pas le drame à l'époque d'entendre
la levée de bouclier immédiate, mais à Londres, ça marche pas mal. Bon, enfin, on en reparlera après. Je m'appelle Louis Salé, je suis journaliste Europe 1. À quelle date précisément seront en vigueur les contrôles, s'ils sont en vigueur partout? Et on a vu des retards à propos de ces contrôles. C'est un peu le spectre gilet jaune qui menaçait le gouvernement. Est-ce que ce spectre gilet jaune est toujours là selon vous? En tout cas, le spectre de la contestation concernant ça, hein, j'ai commencé cet atelier en disant « touche pas à ma bagnole ». Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit. Les contrôles peuvent être mis en place opérationnellement à partir du deuxième semestre 2024, que ce soit le contrôle vidéo. Mais encore une fois, l'État s'est proposé d'être opérateur, les collectivités décident. S'il y a des collectivités qui ne veulent pas du système vidéo, l'État ne va pas forcément l'imposer. Bon, ça a l'air de... Tout le monde a l'air d'aller dans le même sens. Après, sur les dates, tout le monde a en tête les calendriers annoncés par les collectivités de suppression de tel ou tel critère. Bon, Paris, par exemple, puisqu'on est à Paris, c'est 4 et 5 ont été supprimés. Critère 3, ça a déjà été retardé 2 fois, il me semble. Il n'est pas interdit de penser que Critère 3, c'est quoi? C'est 40% de la flotte? Oui, à peu près, oui. Les collectivités ne sont pas non plus complètement idiotes. Et tant qu'on n'a pas les solutions, alternatives, ou en tout cas suffisamment de solutions alternatives, aller très vite comme ça dans l'interdiction des critères, c'est ridicule, puisqu'encore une fois, je vous le rappelle, le verdict tombera en 2032. Comme les solutions qui émergent du territoire, elles commencent à être collectées et enfin déployées parce qu'on s'est un peu emparé de la chose et que ces gens-là qui travaillaient tout seuls dans leur coin et qui finalement n'avaient pas beaucoup d'écho, maintenant reçoivent un écho puisqu'on les repasse effectivement par les arcanes des ministères. Et en plus, Gérard Le Sol et moi, on est au courant. Donc, si ça n'avance pas, on tape un peu à la porte en disant « donc les gars, il faudrait peut-être se bouger ». Parce qu'on ne va pas lâcher. Pas parce qu'on a fait une mission flash qu'on va lâcher le sujet. On va continuer. Il y a forcément une accélération de l'offre des solutions qui va avoir lieu. Et à partir de ce moment-là, on pourra avancer. La pédagogie, pour répondre à la pédagogie, c'est vrai. Mais je peux certifier, au travers des auditions qu'on a faites, que les agglomérations qui ont été assez remarquables et modèles en termes de pédagogie et d'information de la population, tant qu'il n'y a pas le contrôle, je le maintiens, hein, ça ne va pas plaire, mais tant qu'il n'y a pas le contrôle, il y a une partie de la population, pas toute la population, mais une partie de la population qui passera au travers de l'information. Et voilà, c'est comme ça, c'est humain. Vous voyez la plaquette le 1er janvier de l'année, vous n'avez pas eu un seul contrôle dans l'année, le 1er janvier de l'année suivante, vous avez très certainement oublié. Voilà. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de contrôle. Non, ce que l'État a dit aux collectivités, c'est qu'à partir du deuxième semestre 2024, nous sommes en capacité d'opérer vos contrôles automatiques via le système LAPI. Pourquoi l'État le dit seulement maintenant? Parce qu'il faut un certain temps d'organisation. C'est un système qui utilise… C'est quoi ce système LAPI, pardon? C'est un système de vidéo. C'est un drone qui arrive? Non, non, pas du tout. C'est des vidéos, ça ne vous flash pas. C'est des vidéos qui lisent votre plaque d'immatriculation, d'accord? Vidéos qui sont à l'entrée des rues. Voilà, à l'entrée de la ZFE, qui lisent votre plaque d'immatriculation, qui va effectivement renvoyer sur votre certificat d'immatriculation du véhicule pour voir si oui ou non vous êtes en conformité avec la loi. Et à partir de là, vous recevez une petite amende que moi, je voudrais pédagogique pour le coup, dans un premier temps. Parce que là, pour le coup, l'information, elle reste. Quand vous recevez une amende pédagogique, on vous explique que votre voiture est une voiture critère 4, qu'elle est interdite déjà depuis 7 ou 8 ans et que vous vous êtes fait avoir. Et puis avec toute l'explication des vignettes autorisées et pourquoi on le fait, ça marque plus que quand vous recevez le dépliant de 4 pages, aussi bien fait soit-il. Moi, je suis un peu sceptique sur le calendrier. Parce que, comme le disait Brice Lalonde tout à l'heure, beaucoup d'économies de nos territoires périphériques sont liées à la voiture, à la fois pour des raisons économiques en termes d'habitation ou de localisation des artisans pour les mêmes raisons. Et déplacer d'un tout petit peu cet équilibre-là peut avoir des conséquences énormes, à la fois sur l'urbanisation, sur la saturation des routes, etc. Et j'ai du mal à penser qu'en 1 an et demi ou 2 ans, amende ou pas amende, en fait, le système d'amende, c'est celui qu'on avait mis en place pour le tarif routier
pour les poids lourds, en fait. Hein. C'est exactement le système. Les caméras vont peut-être pouvoir resservir. Donc, c'est plus des bonnets rouges que des gilets jaunes. Enfin bon, je ne vois pas comment on déplace cet équilibre, qui est quand même un équilibre qui s'est mis en place sur 20 ou 30 ans, en quelques mois, sans qu'il y ait un dommage énorme au niveau des populations. Et je ne suis pas sûr que ce soit les précaires qui soient les plus sensibles à ça, mais plus les Français moyens. D'abord, la date, contrairement, je veux vraiment que tout le monde s'enlève ça de la tête, la date, ce n'est pas 2025. La date, c'est vraiment 2032. Ça ne résout pas complètement le problème. D'accord ? On est bien d'accord. Mais ça laisse quand même un petit peu plus de temps pour organiser les choses. Et moi, si j'ai un conseil, et je n'ai pas de conseil en particulier à donner aux collectivités, mais quand je me déplace, c'est ce que je leur dis, je dis prenez le temps d'analyser réellement la situation, de prendre tout en compte. L'urbanisation, les plans de mobilité, le développement des infrastructures, la possibilité des solutions que vous pouvez offrir à ceux qui en ont besoin, notamment si on parle des artisans et des commerçants qui vont se déplacer. Moi, j'ai discuté, bien évidemment, on les a reçus dans nos auditions, et le plus gros assureur de ces gens-là, s'est même livré un sondage pendant qu'on faisait la mission, où il a déterminé que 46% d'entre eux étaient prêts à accepter le rétrofitage de leur véhicule. Donc, ça prend du temps d'informer les gens. Donc, rien ne sert de pénaliser. C'est pour ça que j'ai parlé d'amende pédagogique. Rien ne sert de pénaliser les gens tout de suite. Il y en a certains qui le feront. Moi, je ne peux pas aller contre les collectivités qui vont s'emparer du système LAPI et pénaliser dès le début. Après, ils verront le résultat en 2026. Hein. Bon courage pour eux, quoi. Moi, je dis ça, je dis rien, comme dirait l'autre. Mais je crois qu'il faut faire les choses de manière… Si on n'embarque pas la population sur une idée simple, c'est qu'on n'a pas le choix, parce que c'est une question de santé publique, parce que c'est insupportable de penser qu'il y a 48 000 morts par an dues à la pollution atmosphérique. Qu'il faut vraiment lutter contre cette pollution atmosphérique, parce que c'est un vrai enjeu de santé publique. Ce n'est pas pour faire chier les automobilistes. Qu'on fait la même chose dans les autres secteurs. Vous prenez l'habitat, 2027-2028, F et G, interdit de location dans les métropoles. Partout, mais c'est important pour les métropoles. On va mettre en place, je vous l'ai dit tout à l'heure, la ZFE portuaire. On va revoir les normes sur les zones industrielles et sur les zones aéroportuaires. Tout ça pour participer à la même lutte contre la pollution de l'air, parce que c'est une question de santé publique. Il faut énormément de pédagogie. Moi, je ne m'astreins pas à faire le tour des collectivités juste pour me balader, parce que j'aime bien me balader. Hein. Je peux vous garantir qu'après les semaines passées à l'Assemblée nationale, surtout en ce moment, je préférerais être peinard chez moi en week-end plutôt que d'aller porter la bonne parole. Mais parce que je me sens investi d'une responsabilité qu'on ne m'a pas demandé, encore une fois. Qu'on ne m'a pas demandé. D'aller informer les collectivités, de travailler avec elles, d'essayer de lever tous les doutes ou tous les points, toutes les aspérités qu'ils peuvent ressentir à la mise en place des ZFE pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques irritations à droite, à gauche, parce que c'est compliqué. Mais en revanche, je reste persuadé que d'ici à 2032, on pourra mettre sur la table, si ce n'est pas 100% des solutions qui existent, la quasi-totalité des solutions qui existent, et avec un petit peu de bon sens collectif et beaucoup de pédagogie vis-à-vis des citoyens, on devrait arriver à faire en sorte que ça ne se passe pas trop mal. Vous avez parlé de la disponibilité des petits véhicules électriques. C'est un point intéressant parce que dans le cadre du lit social, on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de véhicules disponibles, d'où le décalage de 2023 à 2024. On n'est même pas sûr pour 2024. Je m'interroge sur la nécessité d'inciter les constructeurs à fabriquer ce type de véhicules en France ou en Europe, que ça ne vienne pas d'Asie. Et là-dessus, il y a quand même un besoin d'accompagner les constructeurs, notamment via un contrat de filière, parce que quand on regarde les marges entre la fabrication d'un petit véhicule et d'un gros SUV, sur un SUV, on est autour de 12 à 15%, alors qu'un petit véhicule, on est plutôt autour de 5%. Donc, il y a quand même un besoin d'accompagnement des constructeurs. Donc, c'est ma première question. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez ? Et ma seconde, sur les solutions pour rendre les ZFE les plus inclusives possibles, qui est quand même un des objectifs. Il y a un besoin de financer les solutions. Les solutions, on les connaît. Il y en a beaucoup qui ont été soulevées par la société civile, notamment. Je pense que vous avez dû les rencontrer. Il y a quand même une question sur comment on les finance. Apparemment, on ne peut pas introduire de nouvelles taxes. On peut pas finalement, on est obligé de trouver des financements via d'autres sources déjà existantes. Donc, ça pose quand même des questions de comment on les met en place. Et un des points que vous avez soulevé qui serait intéressant, c'est peut-être de taxer les SUV
d'un point de vue de justice sociale, je pense que ça pourrait avoir beaucoup de poids et c'est quelque chose sur lequel on prévoit de travailler. Voilà. Taxer les SUV, si on pouvait faire une taxation à l'usage, je dis bien à l'usage, je ne serais pas forcément contre. Je vous explique pourquoi. Dans certaines zones et dans certains territoires, des gens ont besoin de SUV. Ce n'est pas simplement une voiture pour se faire plaisir, parce que là, on a un focus assez citadin sur les SUV. C'est vrai qu'un SUV dans le centre de Paris, ça rime à rien. Dit le gars qui va repartir en SUV, d'ailleurs, mais hybride. Non, moi. J'ai rien dit. Voilà, mais dans nos territoires et dans nos territoires ruraux, le SUV ou le pick-up, c'est ce que je disais tout à l'heure à François Moutot, c'est très souvent la première voiture. Pour des raisons professionnelles, pour des raisons d'éloignement des centres urbains et donc des lieux où vous allez faire vos courses, etc., quand vous ne vous déplacez pas pour acheter juste une baguette de pain. Vous faites le plein, le plein du pick-up. Donc, moi, de ce point de vue-là, si on pouvait avoir une approche un peu différenciée, non pas que je veuille opposer les territoires les uns aux autres, mais il y a des territoires où le SUV s'impose plus, s'il doit s'imposer, que dans d'autres. Évidemment, en centre urbain, le SUV ne s'impose pas, je suis d'accord avec vous. Donc, taxation ou pas, je ne sais pas si on peut faire des différenciations et comment les différenciations seront ressenties. Pour le financement, pour l'instant, il y a 2 voies essentielles. La première, c'est effectivement dès l'instant où le contrôle automatique sera mis en place et que les amendes pleuvront, hors frais de gestion, enfin que les amendes, il y en aura. Elles ne pleuvront pas, ce Non, sera juste une les petite amendes, bruine. le montant de ces amendes hors frais de gestion iront directement aux collectivités, justement pour travailler les plans de mobilité et pour travailler les solutions de mobilité pour arriver à contrôler cette lutte contre les polluants de l'air. Et puis, il y a un autre, alors pour l'instant, c'est à l'étude, je vous le dis comme ça ne va pas plaire aux entrepreneurs, mais bon, je le dis quand même. Il y a le fameux versement mobilité, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, c'est versement transport, c'est ça? Alors, on ne le fera pas à Paris parce qu'il est déjà au taquet, mais dans les autres collectivités, de l'augmenter un petit peu, le calcul est en cours, ça peut être 0,2 points, qui pourrait aider effectivement à financer toutes les infrastructures dont on a besoin. Dernier point, ça c'est moi qui parle, ce n'est pas le gouvernement. Il faudrait qu'on investisse énormément dans la formation des juristes d'État, de manière à ce qu'on puisse mettre en place des partenariats publics-privés efficaces, où l'État ne se fasse pas avoir par les juristes surdiplômés et très bien intentionnés de certaines entreprises du privé qui, en général, pour certains partenariats publics-privés, ont laissé l'État un peu exsangue parce que l'État ne sait pas se défendre. Parce qu'il y a ce point-là aussi. On peut aussi construire des partenariats publics-privés. On va en avoir besoin. Enfin, si vous prenez le ferroviaire et le fret ferroviaire, ça ne va pas se développer uniquement avec les milliards que va mettre l'État, hein, clairement. Donc, il y a toutes ces choses-là à mettre en place. Les outils existent. Il faut qu'on les travaille de manière intelligente à ce que ce soit du gagnant-gagnant pour tout le monde. Il ne faut pas que dans des causes d'intérêt général ou d'intérêt national, il y en ait qui en profitent, qui est une espèce d'effet d'aubaine et qui en profitent pour faire du beurre. Voilà ce que je pense. Monsieur le député, vous êtes contre les taxes, mais l'Assemblée nationale n'était pas contre les subventions aux fossiles, puisqu'il y a eu des subventions au carburant hein, qui ont été accordées par l'Assemblée nationale, ce qui est tout à fait le contraire de ce qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique. Mais oui, mais je ne suis pas tout le temps d'accord avec le gouvernement. Très bien. L'autre modèle, c'était évidemment le péage, puisque le péage créait des recettes. Alors que là, les recettes, si c'est des amendes, c'est un peu dommage, mais il y en aura sans doute moins. Hein. Oui, mais alors là, pour le coup, mon cher président, moi, je me souviens très bien de cette histoire de péage qui est peut-être arrivée un peu tôt, peut-être qu'elle arrivera plus tard, mais à l'époque, ça a été une levée de bouclier. En effet. Aujourd'hui, si on rétablit ça, je ne suis pas persuadé, ou alors, si on arrive à le rétablir, il faut le rétablir effectivement, ou en tout cas essayer de le tester sur les agglomérations, sur les métropoles qui sont vraiment à la fois très pourvues de transports en public, très pourvues de transports en public, et des transports en public qui fonctionnent, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'Île-de-France, et puis surtout des métropoles qui ont à leur périphérie des aires multimodales permettant aux gens quand même d'arriver à un point donné avant de prendre les transports en commun. Et pour l'instant, on en est loin. Hein. Oui, mais le péage, ça n'est pas l'interdiction. Non, ce n'est pas l'interdiction, mais puisqu'on parle de précaire, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des infrastructures autour pour permettre ça.
quelques réponses à ce que vous avez dit tout à l'heure en forme de perspective marché, si vous le voulez bien. D'abord, sur l'entrée du véhicule électrique en zone rurale. Le véhicule électrique a souffert pendant très longtemps, et c'est un bruit qui a la peau dure, d'un problème d'autonomie qui gêne effectivement l'entrée dans ces zones où on fait plus de kilomètres qu'ailleurs. Et bien souvent, en plus, lorsqu'on prend sa voiture, c'est pour aller en ville, et les villes, et j'en viens au deuxième point, n'étaient pas pourvues en système d'accueil des véhicules électriques. Et aujourd'hui encore, les collectivités, dans leur immense majorité, et c'est certainement pas mon ami François Moutot qui va dire le contraire, parce que je sais qu'il a fait comme nous la tournée des popotes, c'est certainement pas aujourd'hui. La France a accumulé un retard considérable dans la mise en place des réseaux d'IRVE permettant de rompre avec cette vieille croyance suivant laquelle on resterait en rade à 50 km de chez soi. Deuxième point, les petits véhicules urbains électriques. Ils sont aujourd'hui sur le marché. Ils ont pris du retard parce que confinement, parce que voilà. Et aujourd'hui, ils sont là à des prix qui sont de plus en plus compétitifs et qui se rapprochent des anciens véhicules thermiques de petite taille. Là, pour le coup, les constructeurs, dans leur immense majorité, je ne parle pas que pour le groupe Volkswagen, ont fait cet effort de travailler notamment sur cette cible particulière dont on sait qu'elle est notamment urbaine. Et aujourd'hui, franchement, l'objectif est en phase d'être atteint, et on avance. En revanche, encore une fois, les collectivités aujourd'hui ont accumulé un retard pour, et d'ailleurs c'est ce qui va coincer, ça va être l'un des éléments qui vont faire que ces ZFE vont coincer. On a pris du retard sur la mise en place des systèmes d'accueil en zone urbaine des véhicules électriques. Et ça, c'est un vrai sujet. Et puis, dernier point, juste en guise de provocation, mais ce n'est que de l'humour et vous ne m'en voudrez pas, vous avez parlé des zones portuaires et des ZFE en zone portuaire. Est-ce que ça vaut aussi pour les bateaux? Vous avez raison, mais j'ai remarqué quelque chose. Hein. Vous avez parlé de petits véhicules en zone urbaine. Oui, mais pas que. Ah oui, mais c'est quand même révélateur. Moi, je veux des petits véhicules en zone rurale. Alors, vous avez raison sur les bornes électriques. On a un problème. Le président sait bien, puisque j'ai même essayé d'obtenir un amendement au budget cette année qui a été refusé pour une raison que je ne m'explique toujours pas. C'est de passer la subvention de 300 à 600 euros, mais de mettre des bornes intelligentes, puisqu'on en a. Autant qu'on mette tout de suite des bornes intelligentes. Non, dans certaines communes, on continue à mettre des bornes pas intelligentes. Donc voilà, parce que tout simplement, le prix est le double, quasiment. Une borne intelligente, c'est le double d'une borne normale. Donc autant mettre tout de suite des bornes intelligentes et de faire de la subvention que sur les bornes intelligentes d'ailleurs, quitte à mettre un peu plus, mais ça représente quand même 30% du prix. Et on m'a répondu à la chose suivante. Ah, mais la subvention pour les bornes normales court jusqu'en fin 2023, donc on verra pour le budget 2024. J'avais entendu des réponses cons, mais alors celle-là, elle était quand même top. Celle-là était quand même top. Donc, bref, donc c'est compliqué. On est en retard, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on est en retard. Mais l'objectif, c'était 100 000 bornes fin 2022. On est à 78 000. Alors, on est en retard. Il n'y a pas rien qui a été fait. D'accord ? Et dernière chose, sur la pédagogie en zone rurale, oui, il faut développer les bornes en zone rurale, mais il faut tuer surtout un truc. Ce n'est pas vrai qu'il faut avoir une borne de recharge à 50 km de chez soi, sauf si vous prenez des véhicules hybrides. Si vous êtes en 100% électrique, vous rechargez chez vous, vous avez une autonomie, maintenant on peut dire moyenne de 300 km, vous me dites si je me trompe, même un peu plus, enfin, ça dépend selon les données constructeurs ou la réalité, hein, comment vous conduisez. Non, bah alors disons un peu plus de 300 km, voilà, je suis volontairement baissier pour dire qu'on peut 300 km dans une semaine en ruralité. La moyenne en ruralité, c'est 50 km par jour. Donc, on est largement dedans. On est largement dedans. Sauf ceux qui vont à Paris, mais je parle de circulation moyenne. Voilà. Donc, il y a un vrai effort de pédagogie à faire envers les gens qui habitent la ruralité. Je sais, et là, je parle pour tous les constructeurs, que dans les concessions, vos agents commerciaux le font, mais c'est compliqué de passer cette barrière psychologique-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'y mette tous. On a aussi un vrai sujet qui est la croyance des collectivités
en cette révolution qui serait une révolution électrique. En réalité, aujourd'hui, les maires, sans vouloir stigmatiser aucun décisionnaire public, mais votent dans leur budget l'installation de moins de bornes parce qu'ils ont entendu dire qu'éventuellement l'hydrogène pourrait arriver demain matin. Et cette difficulté à choisir un axe plutôt qu'un autre baisse mécaniquement le nombre d'infrastructures installées et les budgets afférents. Et je suis de ceux, même si je risque de me faire engueuler en disant ça, je suis de ceux qui considèrent que, hormis les énergies fossiles pures, toutes les autres énergies, même alternatives, on va en avoir besoin et pour un certain temps. Donc, il y aura de l'électrique, peut-être pas pour la même chose, il y aura de l'électrique et de l'hydrogène. Je ne crois pas que les voitures à hydrogène, c'est pour demain. Et quand ça sera pour demain, même si c'était pour demain, les tarifs des voitures à hydrogène sera tel qu'il ne sera pas accessible tout de suite au commun des mortels. En revanche, les voitures électriques ont un bel avenir devant eux, donc il faut essayer d'être pédagogue et d'expliquer tout ça. Et il y aura encore, oui, du biodiesel pour les transporteurs routiers, et pas seulement, pour le fluvial aussi, on en aura besoin. Et il y aura voilà, tous ces types de carburants alternatifs qui sont moins polluants. Donc voilà, il faut essayer de casser un petit peu cette idée du tout 100% électrique. D'abord, on n'aurait pas forcément, et aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire en termes de production. Peut-être demain. Mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Attends, si c'est peut-être demain, alors il faut dire que c'est l'électrique. Non, mais je ne sais. Aujourd'hui, je ne sais pas. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'on ait quelques années de plus. En tout cas, moi, je ne suis pas le sachant. Je pense qu'il faut peut-être pas longtemps, mais qu'on ait quelques années de plus pour avoir une idée assez précise de ce qu'on pourra produire en termes d'électricité pour alimenter tout ça. Alors oui, les bornes électriques intelligentes, oui, le numérique, oui, le digital va nous permettre de piloter tout ça. Mais pour l'instant, mon cher président, c'est assez flou dans la tête de pas mal de gens. Peut-être pas dans la vôtre, mais c'est assez flou dans la tête de pas mal de gens. C'est justement parce que c'est un peu flou qu'il faut maintenant donner des indications assez nettes, quoi, hein. Alors, moi, je ne vais pas raconter de sornettes aux gens. Le leasing social tel que voulu par le président de la République, pour moi, il est impossible. Il est impossible, en tout cas, je m'explique, du premier au dernier loyer. Vous aurez toujours une majoration sur le premier loyer. Alors, la majoration sur le premier loyer, vous pouvez l'obtenir sous forme comme une prime à la conversion. Pourquoi pas? C'est ça qui paierait le fait. Et le dernier loyer, quand vous rendez votre véhicule et que vous avez roulé avec, qu'il a des rayures, qu'il a quelques petites bosses, il faut payer la remise en état du véhicule avant de le remettre en circulation pour le revendre d'occasion. Donc, il y aura toujours un dernier loyer, quoi qu'on fasse, majoré. C'est pour ça que je vous ai parlé du dispositif Roule, qui utilise des véhicules hors d'usage, qui n'ont plus de valeur patrimoniale, puisqu'ils sont destinés à la casse, dont on décale la date de 5 ans simplement, et qui, du coup, permet, selon le rétrofitage que vous avez fait, d'avoir un loyer du premier au dernier loyer aux alentours de 80 € pour ce qui est GPL et bioéthanol, et un peu plus de 100 €, 100, 105, 110 € pour l'électrique, mais vous n'avez pas de premier loyer majoré et vous n'avez pas de dernier loyer majoré. Et donc là, le leasing social tient la route. Et ça, c'est un vrai projet industriel avec il faut un opérateur ou des opérateurs. Avec des opérateurs, oui, je peux vous dire. Il y a le groupe Mobiliance qui est dedans, donc Noroto et Midas, notamment pour les garages. Il y a les garages solidaires et il y a les associations aussi de sociales et solidaires comme je crois que c'est le Secours Populaire et puis Emmaüs qui sont impliqués dedans. Merci pour votre franchise, en tout cas. Mais oui, mais c'est ça qu'ils aiment chez moi au gouvernement. En tant que représentant des constructeurs automobiles, il faut tout de suite que j'assume le fait qu'effectivement, un véhicule électrique aujourd'hui, si la technologie existe et qu'elle est zéro émission à la fois sur les émissions de polluants et de CO2, ça n'est pas forcément une alternative sur le plan économique pour l'ensemble des ménages, en particulier les plus modestes, au vu des surcoûts. Alors, on y travaille, hein, bien sûr, on y travaille pour essayer de rendre la technologie des véhicules électriques abordable pour le plus grand nombre. C'est un travail du quotidien, hein, bien entendu. Alors, il y a un certain nombre de freins. Le coût de la technologie elle-même, qui est déjà beaucoup plus cher que celle du moteur thermique, qui a été travaillé depuis de longues années et amorti depuis très longtemps. Et évidemment, les économies d'échelle qui étaient devant nous devaient permettre de réduire les surcoûts de technologie. C'est entravé aujourd'hui avec la hausse des prix des matériaux, la hausse des énergies, etc., etc. Alors, il y a des aides, bien entendu, le bonus, le leasing social potentiellement sur lequel on travaille aussi avec les services du gouvernement pour faire en sorte que on puisse proposer des alternatives aux ménages les plus modestes et puis que ça puisse servir aussi à localiser en France les étapes clés
de la fabrication du véhicule électrique. Mais une fois qu'on a dit ça, le véhicule neuf, finalement, on traite qu'une toute petite partie du problème. Les véhicules concernés par les ZFE sont des véhicules les plus anciens et sont quasiment jamais remplacés par des véhicules neufs. Et là-dessus, il y a un constat qu'on fait, c'est que au regard de la classification des certificats critères eux-mêmes, on a un vrai sujet parce qu'on a mis dans le critère 2 l'ensemble des véhicules diesel Euro 5 et Euro 6 et on a cassé la dynamique de renouvellement du parc. Pourquoi ? Parce que cette dynamique, c'est le remplacement des véhicules d'occasion récents par des véhicules neufs, des véhicules les plus anciens par des véhicules d'occasion récents. Et aujourd'hui, le public ne remplace pas son véhicule par des véhicules Euro 5 ou Euro 6 un peu plus récents que les critères 1 ou les critères 2. Pourquoi ? Parce qu'il y a une perspective d'interdiction qui leur dit, de toute façon, ce véhicule-là ne pourra plus rentrer dans la ZFE et donc, a fortiori, je ne vais pas acheter ce véhicule-là, je vais garder mon vieux véhicule et c'est ce qu'on constate, on a un vieillissement du parc de véhicules circulants qui fait qu'il continue de polluer. Et donc, une des propositions pourrait être de scinder en deux le certificat critère 2 qui concerne les diesels, soit les Euro 5, soit les Euro 6, soit à mettre une frontière là où on l'estime pertinente. Et de cette manière-là, on va réinstaurer un renouvellement naturel du parc qui va permettre à des ménages de rentrer pendant plus longtemps dans la ZFE avec un véhicule qui, de toute manière, sera toujours un peu plus performant en émissions de polluants que le précédent. Il y a deux facteurs. Il y a le facteur effectivement que vous avez évoqué, mais il y a aussi le facteur prix sur les véhicules d'occasion. Alors, en plus, il grimpe aujourd'hui, mais parce que justement, le marché de l'occasion est plus important que le marché du neuf, mais ça risque de devenir comme ça. On voit aussi l'évolution constante du marché de la location avec option d'achat ou de la location longue durée. Ce n'est pas un mal, parce que finalement, les gens se dirigent vers un véhicule pour son usage et pas pour que le véhicule leur appartienne. Alors, sur les vignettes critères, vous avez raison. D'abord, vous voyez bien que quand on a mis les vignettes critères en place, la façon dont on les a mises en place, ce n'est pas très malin parce qu'on est allé de 5 à 0. Donc, mieux que 0, c'est quoi? C'est moins 0,5, moins 1, moins 2. Ça va faire bizarre quand même sur les vignettes. Et puis, ça ne nous permet pas de mettre des sous-catégories, mais on va être obligé d'y venir. On va être obligé de faire du 1 bis inter, on va être obligé de faire du 2 bis 2 ter. On ne va pas avoir le choix parce qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir que ces véhicules qui sont autorisés dans les ZFE, vieillissants, puissent être des véhicules d'occasion repris par les gens un petit peu plus précaires. Et pour terminer, puisque vous avez parlé de leasing social et vous travaillez dessus, je sais très bien que vous travaillez dessus. Et là, on boucle la boucle parce que tout à l'heure, on m'a parlé des gens, je crois que c'est François Moutot qui m'a dit ça, mais les classes moyennes, vous en faites quoi? Eh bien, justement, il y a le dispositif Roule dont je vous ai parlé pour vraiment les précaires qui, eux, ne peuvent pas se permettre d'avoir un premier loyer majoré, d'accord, ni même un dernier loyer majoré, et les classes moyennes qui peuvent peut-être avoir un premier loyer majoré et un dernier loyer, ils feront attention aux véhicules, comme chacun qui prend une LOA ou une LLD, mais du coup, ça pourrait leur donner effectivement l'accessibilité à ces véhicules-là qui, aujourd'hui, financièrement, sont trop chers pour eux. Mais ce n'est pas un reproche qu'on fait aux constructeurs. C'est simplement que le marché est tel, la technologie est telle qu'aujourd'hui, il va falloir encore beaucoup de véhicules qui arrivent sur le marché et beaucoup de véhicules faits par tous les constructeurs pour qu'on arrive à faire baisser de manière significative le prix des véhicules neufs. Peut-être apporter quelques chiffres complémentaires par rapport au débat qui a été ouvert tout à l'heure sur le nombre de bornes de recharge en France, est-il suffisant ou pas? Ce débat revient très, très régulièrement. Peut-être deux chiffres. Vous l'avez d'ailleurs dit, monsieur le député, le nombre de kilomètres moyens parcourus par un particulier, alors il est différent en ville ou à la campagne, il n'empêche que aujourd'hui, l'autonomie des véhicules électriques lui permet tout à fait de faire son trajet sans avoir à utiliser des bornes publiques. 80% de la recharge est réalisée à domicile. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le répéter, y compris faire de la pédagogie auprès des gens qui auraient un petit peu de mal à concevoir cette transition. Le nombre de bornes de recharge publiques, on va atteindre les 100 000 là en milieu d'année. En tout, en France, on est aujourd'hui à plus de 1,2 million de points de charge, qu'ils soient publics ou privés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la France, effectivement, si elle a eu un retard dans les dernières années, elle est largement en train de le combler et le sujet n'est plus vraiment là. En revanche, il y a effectivement deux sujets, vous avez abordé l'un d'eux, monsieur le député, c'est le sujet de la pilotabilité de ces bornes. Il y a certes cet enjeu de massification du nombre de bornes, mais on voit qu'on y est quasiment aujourd'hui. Et
ensuite, comment va-t-on pouvoir gérer de la meilleure manière qui soit le système électrique, l'équilibre de ce système avec un nombre de véhicules qui va atteindre des chiffres très, très importants dans les prochaines années. Et donc, il y a une vraie nécessité, effectivement, d'équiper dès maintenant ces bornes en système intelligent et de subventionner davantage qu'aujourd'hui ces bornes intelligentes. Et puis peut-être un complément par rapport au rôle des collectivités. Il est vrai qu'il peut y avoir dans certains territoires effectivement des hésitations sur les énergies à adopter, finalement, quelles vont être les énergies de demain. Vous l'avez dit, on aura très certainement besoin de plusieurs types d'énergie et pas seulement l'électricité. En tout cas, pour ce qui est de l'électrification, aujourd'hui, quasiment l'ensemble du territoire français est couvert en schéma directeur IRVE. Donc, plus de 80% des syndicats d'énergie sont engagés aujourd'hui dans des démarches de planification de ces bornes. Donc, les collectivités sont très, très engagées sur cette thématique-là, quand bien même, effectivement, le débat reste ouvert sur les types d'énergie à adopter pour demain. Je pense qu'il serait intéressant qu'il y ait une unification, je ne sais pas si c'est des tarifs, mais en tout cas de l'accessibilité aux bornes privées. C'est qu'en fonction du type de carte que vous avez, vous puissiez bénéficier de toutes les bornes qui sont sur votre parcours, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il y a le problème des collectifs. Effectivement, en individuel, recharger sa voiture, c'est relativement simple. En collectif, on a quand même de nombreuses difficultés, à la fois l'équipement en collectif, certes, des décisions ont été prises, mais elles ne sont pas d'application. Et deuxièmement, la déconnexion entre la location de l'appartement et la location du parking dans toutes les habitations sociales est une aberration qui va nous gêner si on veut effectivement équiper le collectif en borne de recharge. On a résolu une partie du sujet, on n'a pas tout résolu, et notamment le ministre Klein s'attelle à la tâche, parce qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on se fasse aider aussi par les syndics et par les sociétés de HLM. Il faut qu'on les écoute et qu'on trouve la meilleure solution. J'aime pas dire il faut qu'on, mais on n'a pas d'autre solution. Ça ne doit pas être quand même à ce point-là compliqué qu'on ne puisse pas équiper chaque place de parking couverte, à minima, d'une prise, que fût-elle une prise normale, comme tu as chez toi ou comme j'ai chez moi dans notre campagne. Enfin, on devrait pouvoir y arriver avec un compteur découplé. Enfin, je ne sais pas, on devrait pouvoir trouver une solution. Ça ne doit pas être insurmontable, mais il faut absolument qu'on avance parce que ça, c'est vraiment un point délicat. Ouais. Effectivement, la Covid a eu un impact sur les émissions. Dès l'instant où plus personne ne circule, il n'y a plus d'émissions. Jusque-là, on est serein. Après, ça nous a permis aussi, la Covid, de mesurer les effets induits du télétravail. Pas seulement en termes de pollution, mais en termes psychologiques pour les gens qui télétravaillent. Et c'est pour ça qu'on n'impose rien au niveau du télétravail finalement aux entreprises. On les incite plutôt et on va les laisser gérer un petit peu parce que ça peut poser des problèmes psychologiques pour certaines personnes. Il y a des personnes qui sont très bien dans le télétravail, qui ne rêvent que de ça et qui bossent superbement bien parce qu'elles sont, voilà, leur état d'esprit marche comme ça. Ils sont, j'allais dire, fabriqués pour ça. Et d'autres, ça devient au bout d'un moment, si c'est un plaisir dans un premier temps et c'est productif, au bout d'un moment, ça devient quelque chose d'impossible. Et moi, j'ai le souvenir de l'ancienne boîte dans laquelle j'étais avant d'être député, où le télétravail a eu du mal à se mettre en place, où là, ils n'ont pas eu le choix. Et beaucoup des salariés de cette entreprise poussaient pour le télétravail. Et il y a à peu près, alors je n'ai que cet exemple-là, hein, donc ça ne vaut pas forcément un sondage national, mais à peu près 10% de ces employés qui poussaient pour le télétravail, aujourd'hui en sont revenus et demandent à revenir dans l'entreprise. Donc ça a manié encore, je pense que sur le télétravail, on aura du mal à agir uniquement sur la base de statistiques, fussent-elles les plus fines possibles. Là, il y a de l'humain derrière, il faut faire attention. Il y a des trous dans la raquette, forcément, sur les vignettes critères. Et les trous dans la raquette, vous l'avez bien compris, ils sont essentiellement sur les véhicules industriels et sur les véhicules agricoles. D'accord ? Je ne vois pas comment il ne peut pas y avoir de dérogation pour des véhicules industriels pour aller travailler à l'intérieur des ZFE. On arrête tout le BTP, on ne construit plus, donc ce serait juste débile. Ça n'empêche pas que
les industriels, je sais très bien, travaillent sur des alternatives aujourd'hui au diesel et au gasoil non roulant. Ouais, au gasoil non roulant. Deuxième point que je voulais porter à votre connaissance, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que l'arrêt des moteurs thermiques en 2035 a vécu. On va arrêter les énergies fossiles. Ça, c'est une information extrêmement importante, alors. On va arrêter les énergies fossiles. On ne va pas forcément arrêter les carburants de synthèse, mais on va arrêter les énergies fossiles pures. Je veux dire pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui travaillent, et c'est là où c'est fantastique, parce que finalement, quand vous avez des échéances qui sont assez proches, vous n'avez plus de choix d'attendre. Vous êtes obligé d'être inventif et créatif. Et notamment dans le secteur des véhicules industriels, des véhicules agricoles notamment, il y a des gens qui ont réussi à faire tourner des tracteurs ou des véhicules industriels à l'hydrogène avec des moteurs thermiques. Donc, se priver du moteur thermique serait une faute grave. On doit se priver d'énergie fossile, impérativement. Et pourquoi se priver d'une technologie si on sait l'adapter? Si le moteur thermique, ce n'est qu'une technologie. Oui, comme vous dites, si on sait mettre autre chose, années 1900 quand même, ouais. Oui, si on sait mettre autre chose que du gaz ou du pétrole dedans, que du gaz polluant ou du pétrole dedans, eh ben, gardons la technologie. Hein. Voilà. Donc l'Europe est en train de changer un petit peu son fusil d'épaule pour deux raisons. Et là, on va parler des transporteurs routiers aussi. D'abord, 2035, le marché ne sera pas prêt pour changer tous les véhicules, notamment de transport routier de marchandises ou même transport routier de voyageurs. Je les mets un peu à part parce qu'ils ont déjà fait leur révolution plus que les transporteurs routiers de marchandises, bien qu'ils s'y mettent. Je vous signale quand même que 80% du parc de transport routier de marchandises est déjà critère 2. 80%. Donc, ils peuvent aller quand même pas mal. Pour les véhicules utilitaires légers, vous avez raison, il faudra une harmonisation. Mais c'est ce qui est en train d'être mis en place par le ministre. Il y a un groupe d'harmonisation des normes parce que vous n'allez pas pouvoir simplement faire une liste de dérogations à l'après-vert, agglomération par agglomération, avec des dérogations qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Bah oui. Comment vous faites pour travailler? Donc, je pense que l'harmonisation, en tout cas pour tout ce qui concerne les VUL, va exister. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Non, mais donc, c'est très important. Donc, il y aura harmonisation des ZFE pour les véhicules utilitaires légers. Mais il le faut. Bon, mais donc c'est déjà une grande correction, si je puis dire, pour l'instant, du système du LFE. Et pour terminer sur les énergies et sur les carburants, vous voyez bien que de toute façon, sur ce qu'on appelle la carburation verte, en tout cas moins polluante que les énergies fossiles, on va en avoir besoin de toute façon. On va en avoir besoin pour les transports routiers de marchandises, on va en avoir besoin, je le disais tout à l'heure, pour le fluvial, on va en avoir besoin pour le maritime et on va en avoir besoin pour l'avion. Aujourd'hui, il faut savoir que pour l'avion, on n'arrive pas à livrer suffisamment de carburant vert pour qu'ils atteignent leur pourcentage d'incorporation, qui leur fait quand même baisser leur consommation de CO2 de près de 20 ou 30%, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, parce que je voudrais aussi rappeler une chose. L'ensemble de l'activité économique de l'aviation mondiale, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un symbole, mais ce n'est que 3%. Au regard du transport routier, je crois qu'aux alentours de 17%. Et du logement qu'aux alentours de 20%. Le transport routier, c'est plus. Alors, c'est l'inverse. C'est 17% le logement et 20% le transport routier. Enfin, bref, vous voyez les échelles. Ça, là, ça, le digital, dans 2 ans, c'est minimum 6%. Donc, il faut aussi avoir ça en tête quand on travaille sur la décarbonation efficace de nos économies. Et les boucs émissaires. Oui. Vous parliez de critère 1 en 2024 pour la région parisienne, ça ne verra jamais le jour, hein, vous le savez ça. Ils ne sont même pas critère 3 aujourd'hui. Encore une fois, les collectivités, sachant que l'échéance est 2032, ce n'est pas de retarder les choses. Mais je ne vois pas comment vous allez pénaliser un secteur économique dont les collectivités ont besoin. Je ne vous dis pas que ce n'est pas d'un secteur économique dont elles n'ont pas besoin. Dont elles ont besoin, il y aura de toute façon soit des dérogations, soit de toute façon, je vous l'ai dit, critère 2 pour les véhicules industriels, pour les véhicules, transport routier de marchandises, enfin tous les véhicules et les véhicules utilitaires légers. Avant qu'on arrête le critère 2,
voilà, moi je pense plutôt à 2027, 2028 ou 2029, hein, pas avant. Hein. Ça fait partie pour moi des solutions alternatives, au même titre que les carburants de synthèse. Ça permet quand même une bonne décarbonation, entre guillemets, du véhicule fossile, puisque vous émettez moins de particules et vous émettez moins de CO2, et vous êtes quand même un tout petit peu, en termes de consommation, vous êtes quand même un petit peu mieux. Alors moi, j'ai fait l'expérience moi-même, hein, puisque j'en ai un véhicule hybride. C'est vrai que je ne fais pas plus de 50 km en électrique, en full électrique. Bon, j'ai du bol, ça me permet d'aller de chez moi jusqu'à l'Assemblée nationale, laquelle est pourvue de prises, de recharge. Donc, effectivement, je roule en électrique. Alors, si je déborde un petit peu de ces 100 km aller-retour, forcément, je vais repasser sur l'essence. Mais je suis, je crois, aujourd'hui, en ayant fait des longs trajets, où là, pour le coup, je suis en essence. Je crois que je suis, depuis que je l'ai, ça fait 1 an que je l'ai, je suis à 3 litres de consommation. Alors oui, c'est un usage un petit peu astreignant. Et puis, vous apercevez que quand on regarde les études, les gens qui utilisent des véhicules hybrides, malheureusement, les utilisent peut-être pas comme ils devraient les utiliser parce qu'ils ont cette sécurité, finalement, d'avoir de l'essence dans leur réservoir. Et vous vous apercevez que, finalement, au début, ils font l'effort pour ceux qui ont des prises chez eux, en rentrant chez eux, de recharger. Et très vite, dans le temps, ils abandonnent cette histoire-là et ils ne rechargent plus qu'1 fois par semaine. Y a pas... c'est compliqué de contraindre les gens de recharger chez eux, mais c'est marrant ça, c'est une étude qui est sortie qui m'a beaucoup interloqué d'ailleurs, parce que si l'effort de brancher la voiture tous les soirs était quelque chose qu'il faisait au tout début, de tous les soirs, c'est passé à 1 fois par semaine, et assez rapidement au fil des mois. Mais sinon, c'est une bonne solution. D'abord, c'est une solution qui est moins anxiogène pour les gens, parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils ont plus d'électrique, ils peuvent continuer à rouler. Peut-être qu'il faudrait qu'on trouve demain des batteries pour les hybrides qui nous offrent une autonomie plus grande et qu'on fasse l'inverse, que finalement la partie, on va dire, énergie fossile, ou en tout cas énergie ou nouveau carburant ou carburant de synthèse, soit là en secours d'une recharge de batterie qui tomberait et qui nous permettrait d'aller recharger le véhicule sur un point de recharge. Alors moi, je suis un collègue de Bruno, je suis un député, il m'a demandé de venir parce que je suis d'une zone très rurale, 112 communes, la plus grosse à 7000 habitants. Et comme Bruno, je suis de l'extrême centre. Hein. Donc on essaie d'être mesuré. J'ai une hybride rechargeable, c'est bien, je peux enchaîner. Mais surtout, j'ai été maire il y a peu de temps et je voudrais confirmer ce qui a été dit, des maires d'une petite commune de 3000 habitants. On est autour du conseil municipal. On a été équipé assez rapidement de 2 bornes dans la ville parce qu'on est à 60 km de la plus grosse agglo, qui est Poitiers. On est assez loin. Massirco, c'est 100 km de long sur 100 km de large, sans aucune agglo. Et à un moment donné, au bout de 5, 6, 7 ans, ces bornes, elles sont quasiment obsolètes. Elles font friche au milieu du village parce que personne ne s'en est servi. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on attend l'hydrogène, comme vous le dire? C'est vraiment des discussions de conseil municipal. Donc, il y a besoin d'informer les élus. Moi, je suis convaincu de ce qui vient d'être dit. On parle aussi entre nous, mais vraiment, c'est un sentiment chez les élus locaux, en particulier en zone rurale, qu'ils ont fait une erreur de s'équiper de bornes électriques. Deuxième chose sur l'hybride, j'ai un hybride rechargeable. On se demande vraiment si c'est la bonne question. Là, je m'adresse la bonne solution et je m'adresse au constructeur. On a 2 câbles, un pour brancher chez soi, un pour brancher quand on arrive dans une agglo où on peut. Ils ne sont pas forcément fournis automatiquement. Et ils ne sont pas fournis automatiquement, mais en dehors du fait qu'il faut en acheter un deuxième, c'est déjà 2 câbles qui prennent beaucoup de place dans le coffre. Et c'est vrai qu'il y a sans doute un travail sur la convivialité de l'accès à la technique pour qu'on puisse l'utiliser. Et puis, dans ces zones comme la mienne, l'hybride, c'est le parachute, oui. On ne se retrouve pas paumé entre Montmorillon et là où j'habite et la Trimouille. On a un endroit où on peut revenir sur 50-60 km, mais l'autonomie de la batterie, tu as raison Bruno, aujourd'hui est trop faible pour sécuriser en milieu rural l'hybride rechargeable. C'est seulement un témoignage. Sur l'équipement des véhicules, tout est en train de s'uniformiser. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, pour l'entrée de la vidéo. Notamment, il y avait plein de modèles et puis tout est en train de s'uniformiser. Donc, d'ici quelques années, on peut imaginer qu'un standard naîtra au moins en partie.
pense, et on en parlera sur notamment le développement de l'énergie nucléaire, et pas seulement des EPR, mais des SMR. Il faut impérativement qu'on arrive à électrifier nos ports, parce qu'il n'est pas possible que des bateaux, que ce soit des bateaux de croisière, mais même des tankers, continuent à émettre comme ils émettent quand vous êtes en plus à proximité d'une ZFE mobilité, c'est-à-dire que l'agglomération, vous imaginez, le gars qui habite de l'autre côté du boulevard, qui le sépare du port, qui ne peut pas rouler avec sa ZX, mais qui voit des fumées de bateaux de partout. Ça a le don d'énerver. Donc, il y a des solutions pour ça, et dans les solutions qui vont être déployées, j'espère, par le gouvernement, et j'y veillerai, c'est ce qu'on appelle les SMR, les petits réacteurs nucléaires, qui nous permettraient, sur des zones données, pas seulement d'électrifier les ports, mais ça permettrait, ça faciliterait ça, parce que tous ceux qui ont essayé, et il y en a qui sont volontaires, hein, je pense à Saint-Nazaire, je pense que Marseille l'a fait pour les croisiéristes. Enfin, c'est des investissements excessivement lourds. Il s'agit d'électrifier les services pour les navires. Oui, oui. Il y a aussi les navires eux-mêmes qui commencent maintenant. Oui, les navires eux-mêmes commencent à être plus propres. Non seulement ça coûte excessivement cher, mais vous n'avez pas forcément aujourd'hui le réseau qui vous permet de le faire. Donc voilà, il y a d'autres. Mais j'espère bien que ce groupe de travail ira en profondeur là-dessus, si je puis me permettre. On va parler de décarbonation, et plus généralement de décarbonation, on peut y aller de l'économie dans sa globalité. Moi, je suis de ceux qui pensent que dans un premier temps, de toute façon, on ne peut pas se permettre de ne pas utiliser toutes les énergies qui existent. On sait que 2035, ce sera le coup près pour le gasoil tel qu'on le connaît, pour l'essence telle qu'on connaît, pour la voiture. Ça ne sera pas le coup près non plus pour certains transports, comme l'aérien, parce qu'il va falloir qu'on mette des carburants alternatifs dedans, des carburants de synthèse. Donc, il y a toute la recherche et le développement sur les carburants de synthèse qui existent. Il y a notre capacité qu'il va falloir, et le président l'a dit tout à l'heure, il y a notre capacité électrique de fournisseurs d'électricité aux gens, dont il va falloir qu'on sache exactement la calculer pour savoir derrière ce qu'on peut faire ou pas et vers quelle solution on tend. Bien sûr que l'idéal, ce serait peut-être le 100% électrique, mais le temps presse, c'est 2050. Ça, c'est toute la partie mobilité, tout ce qu'on a parlé. Et puis, il y a la partie décarbonation de notre économie d'une manière globale. Et là, je pense qu'il y a, encore une fois, je suis peut-être un utopique et un optimiste dingue, mais il y a un nombre impressionnant de sociétés dans le monde et en France qui travaillent déjà sur ce sujet-là et qui ont des solutions efficaces de décarbonation de notre économie, mais qu'on ne va pas chercher et qu'on n'aide pas. Allons chercher déjà ce qui existe, qui marche, qui est efficient, qui est pérenne, parce qu'ils l'ont prouvé, parce que leur business plan est bon, parce que ça part en flèche, aidons cela en premier à s'installer, à grandir, à grossir, à nous aider. Et puis, on va donc avancer. Il faut qu'on avance tous les secteurs en même temps. On ne peut pas se dire j'avance uniquement la mobilité, ou j'avance uniquement les transports routiers, ou j'avance uniquement le fluvial, ou uniquement l'aérien, ou le bâtiment. Il faut que tout le monde avance en même temps. On n'a plus le choix. Vous dire aujourd'hui, enfin moi c'est mon point de vue, vous dire aujourd'hui, demain il n'y aura qu'une énergie, on voit bien qu'on risque d'avoir une prééminence de l'hydrogène et de l'électrique. Mais je pense que ça ne suffira pas et on n'a pas fini les travaux de recherche et développement sur les carburants de synthèse. Je vais vous rassurer, monsieur le député, il y a une très grande quantité d'énergie, ce sera de la chaleur, tout simplement. La chaleur renouvelable, avec les réseaux de chaleur, avec le solaire, avec les pompes à chaleur, etc. Donc, il n'y aura pas de monopole d'un vecteur, quoi. Il y aura aussi de l'hydrogène, il y aura aussi des SAF, mais l'électricité va jouer un rôle très important. Nous, on voit un équilibre des énergies de l'ordre de 50 à 60% des consommations finales d'énergie. Et si je peux revenir là-dessus quand même, par rapport à nos concitoyens, par rapport à l'industrie automobile, il faut les aider en leur disant c'est comme ça et pas autrement, si je puis dire. À un moment donné, on ne peut pas hésiter. Vous vous rendez compte, l'électrification de véhicules légers, c'est une révolution considérable, une révolution considérable qui met en danger nos industries parce que les batteries sont en Asie, parce que le logiciel est aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on avait une fantastique spécialisation sur le moteur thermique, remarquable. Bon, on a décidé. Alors, on ne peut pas revenir en arrière.
Maintenant, il faut au contraire se donner tous les moyens de réussir cette révolution. C'est ça notre job à tous. Et pour les bornes de recharge, on a encore un problème sur les voies rapides le 1er août. Qu'est-ce qui va se passer le 1er août sur les voies rapides? Ça va être extrêmement difficile, etc. Donc, on a encore des efforts à faire extrêmement importants. Donc, l'hydrogène, c'est peut-être pour le poids lourd, pour peut-être les avions plus tard, mais d'abord le SAF. Commençons par des choses qui fonctionnent bien. Pourquoi l'hydrogène, ce n'est pas tout de suite là-bas? Parce qu'il y a des prises électriques partout, mais il n'y a pas des prises d'hydrogène partout. C'est très simple. L'hydrogène, il faut le produire, comme l'électricité. Mais l'électricité, on le fait depuis très longtemps. L'hydrogène, bon, c'est plus compliqué. L'essentiel de l'hydrogène, c'est à partir du gaz. Ça ne va pas. Il faut que ça passe à l'électrolyse. Ça va être compliqué. Oui, il faudra plus d'électricité décarbonée, bien entendu. Et on parlait tout à l'heure, alors je vous à peine le dire, moi j'ai dit il faut 30 EPR. Peut-être qu'un écolo qui dit il faut 30 EPR, ben oui, sans doute. Quoi. Bon, voilà. Donc on en parlera. Mais on verra ça plus tard. Donc c'est une révolution, il ne faut pas revenir en arrière, hésiter, il faut essayer d'y aller au contraire et de se donner tous les moyens. Bon, on verra pour le reste. Alors, on est très content, monsieur le député, de vous avoir entendu et rassuré dans une certaine mesure, et même épaté de voir que vous courez les municipalités pour leur expliquer comment ça fonctionne et tout ça. Très bien. Donc, les ZFE, nous savons qu'il faut harmoniser quand même, c'est quand même très important. Bon, et nous savons qu'on ne peut pas avoir trop d'effets pervers sociaux, puisque le droit à la mobilité, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que je peux juste revenir sur un point, c'est qu'il faut absolument lier la décarbonation à la lutte contre la pollution par tous les polluants. Vous savez que quelquefois dans la ville de Paris, on est pollué par les centrales à charbon allemandes quand le vent arrive, etc. Donc, autant c'est très important, l'objectif de santé publique est compliqué, autant l'objectif de décarbonation est hyper important parce que je considère que le changement climatique menace l'humanité vraiment, quoi. Ce n'est pas des blagues, ça menace vraiment l'humanité. Et donc, on n'a pas le choix, il faut absolument décarboner. Et donc, ce ne serait pas normal que dans les ZFE, un énorme SUV qui pèse très très lourd puisse faire son entrée probablement triomphalement, tandis que tous les autres n'ont pas le droit d'y aller. Ce n'est pas normal, quoi. Donc, il faut absolument là-dessus que vous fassiez pression sur le gouvernement et sur vos collègues du Parlement, quoi. Alors, on est très content de vous avoir aussi, monsieur le député. Donc, nous avons 2 députés ici. Ça y est, la cause est entendue maintenant. Si vous me permettez le petit mot de la fin pour parler de décarbonation, j'ai oublié de vous le préciser, mais on est en train de travailler en ce moment avec les ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure sur la réindustrialisation verte. Dit comme ça ressemble à du greenwashing, mais on a un avantage considérable en France, je vous le dis, c'est que si on commence à faire rentrer dans les critères de labellisation, en tout cas de standards des entreprises sur le sol français, notamment l'analyse du cycle de vie complet, si vous voyez où je veux en venir. Non, pas aïe. On a l'énergie la plus décarbonée d'Europe. Ça nous donnera un avantage compétitif considérable sur le reste des entreprises, qu'elles soient européennes ou étrangères. Et croyez-moi, on y travaille sérieusement. Je vous le dis presque en confidence, mais on y travaille sérieusement. Pourquoi? Parce que ce ne sera jamais le critère prix qui fera notre force en France. En revanche, le critère qualité-prix et respect de l'environnement, la France peut devenir la locomotive qui va tirer l'Europe vers l'industrie verte. Voilà, c'est tout mon souhait. Amen.